Bonjour les amis, parce que vous voulez rouler plus vite ou par simple curiosité scientifique, vous vous posez des questions sur l'efficacité de votre vélo. Par exemple, combien de watts sont perdus dans la transmission? Eh bien, cette vidéo va vous montrer comment, à partir de mesures faites avec une simple balance et un mètre, vous allez pouvoir calculer la puissance perdue dans votre chaîne. Alors, pour connaître la puissance perdue dans la transmission, c'est simple. On achète une paire de pédales avec capteur de puissance. On achète un capteur de puissance dans le moyeu, dans la roue. Et puis avec ça, on mesure la puissance à l'entrée de la transmission, la puissance à la sortie, et on fait la différence, et donc on a la puissance perdue dans la transmission. Donc coût de l'opération, plus de 1000 €, mais c'est pas tant ça le problème, c'est que surtout ça va donner une mesure très peu précise. Donc je vais vous expliquer pourquoi avec un exemple. C'est que tous ces capteurs de puissance, les meilleurs du marché ont une précision d'environ 1,5%, 1,5%. C'est-à-dire que si vous avez une puissance réelle à la pédale de 250 watts, eh bien le capteur de puissance de pédale va vous dire une puissance entre 246 watts et 254 watts. Alors supposons, en continuant l'exemple, que la puissance perdue dans la chaîne, dans la transmission, est de 10 watts. Ça veut dire que vous aurez une puissance réelle dans le moyeu de 240 watts. Et à ce moment-là, le capteur de puissance dans le moyeu va vous donner, avec sa précision de 1,5%, une puissance comprise entre 236 watts et 244 watts. Donc résultat, quand vous allez faire la différence, vous allez trouver une valeur qui sera comprise entre 2 watts et 18 watts. Ce qui est vraiment très peu précis pour la puissance réelle qui aurait été de 10 watts. Donc le rapport précision-coût de cette méthode, c'est pas terrible. Autre méthode, je reprends le principe du pendule amorti que j'avais utilisé dans la vidéo précédente. Pour reproduire la charge sur la transmission, je fixe une masse importante à la place de la pédale et une autre masse importante au niveau du pneu, à la périphérie de la roue. J'obtiens ainsi un pendule complexe qui sollicite la transmission. Je mesure les hauteurs des deux masses au départ, je les lâche sans élan, et je note leur hauteur quand elles s'arrêtent, avant de faire demi-tour. Puis je calcule les énergies potentielles de pesanteur des deux masses au lancement et à l'arrivée, et j'en déduis la perte d'énergie. En tenant compte de l'angle parcouru par la pédale, je peux calculer le couple perdu, et en multipliant ce couple par la vitesse angulaire de pédalage, j'obtiens la puissance perdue dans la transmission, en charge. Et voilà! Déjà, ça demande de faire des calculs, mais ça marche bien, en théorie. Mais j'ai laissé tomber cette idée pour des raisons pratiques. En effet, pour simuler une charge de 250 watts, il faudrait fixer des masses de l'ordre de 20 kg sur la manivelle et de 5 kg sur le pneu. D'une part, ça me paraît compliqué de fixer solidement de telles masses de sorte qu'elles ne bougent pas. Là, dans l'exemple que j'ai montré en vidéo, la masse était d'à peine 2 kg sur la pédale et de moins d'1 kg sur le pneu. Donc ça devrait être 10 fois plus grand. Il faudra de plus connaître parfaitement leur centre de gravité. Autant dire qu'il faudrait quasiment fabriquer ces masses spécifiquement pour ce protocole. Et après cela, il y a le fait que si le cadre du vélo n'est pas solidement fixé au sol, le déplacement des masses va faire bouger le vélo, ce qui va amortir l'oscillation. Et donc on va surestimer les pertes dans la transmission. Ce que je vous propose donc, ce n'est pas une mesure directe de la puissance perdue dans la transmission en charge, mais une méthode basée sur deux mesures avec une balance et un mètre, qui vont vous permettre de calculer indirectement la puissance perdue dans votre transmission, et même plus, vous verrez. Alors donc, première mesure, le couple résistant exercé par la chaîne à vide. Alors ce couple résistant exercé par la chaîne à vide, j'avais fait une vidéo précédente qui était un tutoriel pour montrer une méthode qui permet de le mesurer. Donc rendez-vous dans cette vidéo, j'ai mis le lien en description. Voici les résultats selon les différents pignons. Ces résultats confirment que la chaîne freine plus quand elle passe par les plus petits pignons, et aussi qu'elle freine plus quand elle n'est pas alignée,
Puis pour calculer les pertes dans le brin tendu, je vais utiliser cette relation que j'avais expliquée dans la vidéo sur le rendement de la transmission. Donc P pédale, c'est la puissance de pédalage, vous mettrez votre puissance à vous. Alors on voit que pour ce calcul, il faut connaître les rayons du plateau RE et du pignon RS, ainsi que la distance km correspondant à la friction des maillons. Premièrement, pour les rayons, on peut partir du nombre de dents qui donne la circonférence. Sachant qu'un maillon de chaîne, donc une dent, a une longueur de 1/2 pouce, soit 2,54 cm divisé par 2, on peut montrer que le rayon en millimètres est très proche du nombre de dents multiplié par 2. Par exemple, un plateau de 34 dents aura un rayon de 2 x 34 égale 68 mm. Et pour km, on prend quoi? Eh bien, ce km, c'est la caractéristique de votre chaîne. C'est lui qui fera que votre transmission est efficace ou pas. Et ce coefficient dépend de l'alignement des maillons. Alors pour déterminer la valeur km de vos maillons, on utilise la mesure de perte dans la chaîne à vide. Ces pertes dépendent en grande partie du coefficient km. On va voir qu'avec quelques hypothèses simplificatrices, on peut calculer une bonne estimation du coefficient km en fonction du pignon. En effet, le couple résistant à vide s'exprime par cette relation, qu'on va simplifier pour éliminer Fg et Kg. La force de pression des galets Fg est entre la moitié et le double de la tension de la chaîne FCM. Donc pour simplifier, on va prendre la moyenne, soit Fg égale FCM. Concernant Kg, si c'est des galets basiques avec des axes sur palier, c'est donc comparable à l'articulation des maillons, et donc on prendra Kg égale Km. Et si vous avez des galets haut de gamme avec des roulements super fluides qui n'arrêtent pas de tourner, eh bien vous allez tout simplement considérer Kg égale 0. Mais le couple résistant à vide dépend aussi de la tension de la chaîne exercée par le dérailleur. Il faut donc mesurer cette tension. Alors pour ça, je vous propose d'utiliser un objet assez lourd d'environ 200 grammes ou plus. Vous pesez cet objet avec une balance de cuisine, vous notez sa masse, petit m. Ensuite, votre vélo posé au sol, vous mesurez la longueur du brin mou, depuis le galet tendeur jusqu'au bas du plateau. Vous notez grand L cette longueur, ça doit faire aux environs de 45 cm. Puis vous placez une règle verticalement derrière la chaîne du vélo. Vous notez la hauteur de la chaîne au milieu du brin mou, entre le galet tendeur et le bas du plateau. Puis vous suspendez la masse au milieu du brin mou, comme ça. Sous l'effet du poids, la chaîne descend. Alors vous prenez la nouvelle hauteur du brin mou là où la masse est suspendue. Ça vous donne de quelle distance petit d la chaîne est descendue. Alors plus la chaîne est tendue, moins elle descend, donc plus petit d est petit. Et on peut montrer que si la chaîne est horizontale, on a la tension FCM qui est égale à petit m fois g fois grand L sur 4d, avec petit g l'intensité de pesanteur qui est égale à 9,8. Par exemple, avec une masse de 190 g, soit 0,19 kg, j'ai mesuré grand L égale 43 cm et petit d égale 1,7 cm. Ça donne FCM égale 12 newtons. Bon, si vous voulez faire le calcul de votre km sans mesurer cette tension sur votre chaîne, vous pouvez toujours prendre la valeur de 12 newtons. Ça ne doit pas être très différent d'un dérailleur à l'autre. Maintenant, à partir de la mesure du couple résistant à vide, on peut déterminer le coefficient de frottement des maillons. Il faut prendre en compte le fait que certains maillons travaillent alignés, tandis que d'autres travaillent désaxés. Sauf quand on est sur le pignon dans l'alignement, où là, tous les maillons sont alignés. Alors j'ai commencé par mesurer le couple à vide sur le pignon aligné, CRAV aligné. J'en déduis le coefficient de frottement d'un maillon aligné, KM aligné. Puis, j'ai mesuré le couple à vide pour les autres pignons. En différenciant les maillons alignés des autres, ce couple s'exprime, selon qu'on a des galets sur palier ou des galets à roulement à billes. J'en déduis le calcul du coefficient Km d'un maillon non aligné, toujours selon le type de galet qu'on a. Et voilà ce que ça donne en graphique pour ma chaîne. Ces valeurs-là ne dépendent pas des diamètres des pignons ou des galets. Elles ne dépendent que de la chaîne et de la torsion des maillons. On voit bien l'augmentation de ce coefficient de frottement de chaque côté à mesure qu'on s'éloigne du centre de la cassette.
Si on regarde maintenant le km relatif en pourcent, c'est-à-dire km divisé par le km minimum, le km aligné, on constate que l'on peut obtenir une bonne approximation des km relatifs en ajoutant 10% pour chaque pignon d'écart au pignon aligné. Donc en pratique, pour obtenir les km avec la même précision que moi mais sans faire plein de mesures et des calculs compliqués, il vous suffira de faire uniquement la mesure du couple résistant à vide sur le pignon aligné avec le plateau. Avec la valeur du couple résistant à vide aligné, les valeurs de RE, RS, petit r et FCM, vous pouvez calculer le km du pignon dans l'alignement. Pour ce calcul, je vous conseille de rentrer le couple résistant en millinewton-m et vous pouvez rentrer les rayons en nombre de dents plutôt qu'en millimètres parce que les unités se simplifient pour les rayons. Donc ça donne par exemple, si vous avez mesuré un couple de 203 millinewton-m sur un plateau de 34 dents avec un pignon de 19 dents et des galets de 11 dents, et pour une tension de brin mou FCM de 12 newtons, vous allez poser le calcul 203 divisé par 12 fois 34 fois 2 sur 34 plus 2 sur 19 plus 6 sur 11 et vous trouvez 0,70 mm. Et pour les autres pignons, il vous reste juste à ajouter 10% du km aligné pour chaque écart supplémentaire. Par exemple, votre pignon 6 est parfaitement aligné et vous avez calculé un km aligné de 0,7 mm. Alors les pignons 5, 4, 3, 2 et 1 auront un km de 0,77, 0,84, 0,91, 0,98 et 1,05 mm. Et pareil de l'autre côté, les pignons 7, 8, 9 et 10 auront un km de 0,77, 0,84, 0,91 et 0,98 mm. Attention cependant, quand on passe sur le grand plateau, le pignon dans l'alignement n'est plus le même. À partir de là, vous allez pouvoir calculer la perte dans le brin tendu, avec km, RE et RS dans la même unité, soit en millimètres, soit en mètres, mais la même pour les trois. Et pour les pertes dans le brin mou, on calcule d'abord le couple résistant. Selon que vous avez des roulements de base ou haut de gamme, vous avez deux formules. Alors, dans cette formule, on peut donner RE, RS et petit r en nombre de dents. Ça fonctionne et c'est plus simple. En revanche, il faut donner km et km aligné en mètres, afin d'obtenir le couple en newton-mètre. C'est important pour avoir ensuite la puissance en watts. Faisons un exemple. Avec un plateau de 42 dents, un pignon de 15 dents et des galets de 11 dents, si j'ai km égale 0,65 mm et km aligné égale 0,5 mm, avec FCM égale 12 newtons, je fais le calcul suivant. Et ça donne 175,8 10-3 newton-mètre, c'est-à-dire 0,176 newton-mètre. Et la perte dans le brin mou, c'est ce couple fois la vitesse angulaire qui vaut RPM fois pi sur 30. Pour 90 RPM, P brin mou égale 0,76 fois 90 fois pi sur 30 égale 1,66 watts. Alors bien sûr, pour la perte totale, on n'a qu'à ajouter les pertes des brins mous étendus. Par exemple, avec ce km de 0,65 mm et le braquet 40 de 15, il faut calculer les rayons en millimètres, RE égale 2 fois 42, soit 84 mm, et RS égale 2 fois 15, soit 30 mm. Et donc si la puissance de pédalage est de 300 watts par exemple, vous avez P tendu égale 300 fois 0,65, facteur de 1 sur 84 plus 1 sur 30 égale 8,82 watts. Vous voyez, j'ai gardé 0,65 mm pour km et 84 mm et 30 mm pour RE et RS. Ça se simplifie, les unités s'annulent. Donc 8,82 watts ajouté aux 1,66 watts du brin mou, ça fait au total 10,48 watts. Je vais maintenant vous montrer les résultats avec ma chaîne en charge. Donc voici un graphique qui donne, pour une puissance de pédalage de 250 watts, la puissance perdue dans la chaîne et les galets pour les différents rapports plateau et pignon. Il ne manque que les pertes dans le boîtier de pédalier et dans le moyeu pour avoir les pertes totales de la transmission. Je pense que pour la transmission complète, il faudrait ajouter entre 1 et 3 watts selon la qualité des roulements du moyeu et du boîtier de pédalier. Pour info, le couple résistant de mon boîtier de pédalier, mesuré à vide, est de 40 mN, sans doute à cause des joints des roulements étanches.
Eh bien, à 90 RPM, 90 tours par minute, ça donne déjà 0,38 watts de perte alors qu'on est à vide. Mais revenons à ce graphique. On voit en bleu la contribution du brin mou, entre 1 et 1,5 watts. On constate qu'elle est plus grande pour le plus grand plateau que pour le petit. C'est parce que la chaîne se déplace plus vite avec le grand plateau. Mais du côté du brin tendu, qu'on voit ici en orange, c'est le contraire. Les pertes sont plus faibles avec le grand plateau, parce que la tension sur le brin tendu est moindre avec le grand plateau. En allant du plus petit pignon vers le plus grand, on voit qu'on a un profil avec deux pentes. Les pertes diminuent fortement au début, parce qu'on augmente la taille du pignon et que, en plus, la chaîne est mieux alignée. Deux facteurs qui diminuent les pertes. Puis il y a une rupture de pente vers le milieu de la cassette, et on a dans une deuxième partie des pertes quasiment constantes, quel que soit le pignon. C'est que dans cette partie, le rayon des pignons augmente, mais la chaîne est de moins en moins alignée, et les deux effets se compensent. On voit d'ailleurs que cette rupture de pente est décalée sur le grand plateau par rapport au petit, du fait qu'il est plus à l'extérieur. Du point de vue des résultats purs, on pourra retenir qu'avec ces très bonnes conditions, chaîne neuve et lubrifiant au top, on obtient des pertes entre 4,5 et 10 watts selon les braquets, pour 250 watts transmis, soit une perte d'environ 1,8% à 4% rien que pour la chaîne et les galets. Si on voulait connaître l'effet de galets haut de gamme surdimensionnés et sur roulement à billes, dans le meilleur des cas, cela reviendrait à diviser par 2 les pertes dans le brin mou, la partie en bleu, donc une économie de 0,5 watts à 0,7 watts, pas plus. De l'autre côté du spectre des consommateurs, un minimaliste qui roule en monovitesse, avec la chaîne constamment alignée, aura pour seule perte la partie dans le brin tendu la plus petite, en orange, soit environ 3,5 watts. Sur ce deuxième graphique, j'ai simulé une puissance à transmettre de 400 watts. On retrouve les mêmes remarques. Les pertes dans le brin mou restent identiques. Elles ne dépendent pas de la charge, mais seulement de la vitesse de la chaîne. Donc, pour une même cadence de pédalage, elles restent pareilles. Mais dans le brin tendu, les pertes augmentent proportionnellement avec la puissance de pédalage. On arrive donc à des pertes entre 7 watts et 15 watts pour 400 watts transmis. Mais au final, on voit qu'on reste à moins de 4% de pertes. La transmission par chaîne, c'est plutôt efficace. J'ai fait ensuite un graphique de ces pertes en fonction du braquet, et ça donne un résultat intéressant. Ici, pour 250 watts et 90 RPM, en vertical, c'est toujours la puissance totale dans la chaîne et les galets, mais cette fois, en horizontal, j'ai mis le rapport plateau sur pignon, ou si vous préférez, le nombre de tours de roue pour un tour de pédalier. Il y a deux courbes, une en bleu pour le petit plateau et une en rouge pour le grand. Tout d'abord, on constate que pour un développement réalisable avec les deux plateaux, le grand plateau permet une perte plus petite. À partir du pignon du milieu, il y a une différence de 1 à 5 watts en étant sur le petit plateau par rapport au grand. Et ça, c'est avec une chaîne neuve et bien lubrifiée. On voit aussi que pour les pignons de 17 dents et au-delà, on est sous les 5 watts de perte, alors qu'on monte rapidement jusqu'à presque 10 watts pour les pignons les plus petits. Ce graphique montre finalement une règle simple pour optimiser son braquet du point de vue du rendement. Sur le petit plateau, si on doit descendre au-dessous du milieu de cassette, il est préférable de passer sur le grand plateau. A l'inverse, sur le grand plateau, on peut monter jusqu'à l'avant-dernier pignon avant de passer sur le petit plateau. Pour comparer mes résultats, j'ai cherché des mesures sur le net. J'ai trouvé un article de Guillaume Robert sur le blog Matos Vélo qui reprend les données issues d'une société qui s'appelait Friction Facts et qui a été rachetée par un vendeur de roulements céramiques. Du coup, j'ai ce graphique, mais je n'ai pas le détail du protocole. Il est précisé que ces mesures sont faites avec la chaîne parfaitement alignée. On voit que les valeurs obtenues sont du même ordre que les miennes. La différence, c'est que leur chaîne est toujours alignée, si bien que les pertes montent régulièrement, alors que mes résultats qui prennent en compte le croisement de chaînes montrent une rupture de pente à partir du pignon du milieu. Bon, c'est seulement dommage qu'il n'ait pas précisé sur ce graphique pour quelle puissance ces mesures ont été faites. Mais globalement, leurs valeurs sont assez proches des miennes, donc ça valide assez bien ma méthode de mesure. Et c'est plus tard que j'ai vu sur la même page web ce graphique qui montre des mesures avec les pignons non alignés comme ils seraient sur une cassette normale. Et donc avec leurs mesures, Friction Facts
a constaté le même phénomène que moi avec les miennes. Le fait que les maillons non alignés accentuent les pertes vers les petits pignons et annulent leur diminution vers les grands. Un dernier graphique pour la route, c'est le même que précédemment mais pour 400 watts à la pédale. Donc on voit que ce qui a été dit sur l'optimisation du braquet reste valable. La seule différence, c'est qu'on perd plus de watts, de 7 à 15 watts. Et donc, l'écart entre une chaîne croisée, petit plateau, petit pignon, et une chaîne bien alignée sur le milieu de cassette avec le grand plateau, est maintenant de 8 watts. C'est quand même pas rien. Quand on pense que certains sont obsédés par le poids de leur vélo, j'espère qu'ils font gaffe à pas croiser leur chaîne comme ça. Alors pour conclure, les inconvénients de cette méthode, on va en parler. D'une part, elle est basée sur quelques mesures dont les incertitudes vont s'accumuler, si bien que raisonnablement, on ne peut pas prétendre à une précision mieux que 10%. Et d'autre part, elle nécessite des calculs qui peuvent paraître compliqués pour certains, je le comprends. Du côté des avantages, eh bien, on voit que c'est accessible avec peu de matériel, du matériel que vous avez probablement déjà chez vous, donc c'est peu coûteux. Et le fait qu'on a le résultat avec des calculs va vous permettre de simuler ce qu'on aurait comme puissance perdue dans la chaîne, dans votre chaîne, avec une autre transmission. Par exemple, vous pouvez essayer de voir ce que ça donnerait si vous changiez de dérailleur avec des roulements à billes, etc. Moi, je vais vous montrer par exemple ce que j'obtiendrais comme perte dans ma chaîne si j'avais une transmission monoplateau 11 vitesses. Sur ce graphique, j'ai laissé les résultats de la transmission en double plateau, les points bleus et rouges pour comparer. Et j'ajoute les 12 points noirs des 12 rapports de la transmission monoplateau. On voit en toute logique que le monoplateau de 46, qui est plus grand que le petit plateau de la transmission double, sur des pignons également plus grands pour les mêmes braquets, permet une perte plus faible pour les développements les plus courts. Et inversement, quand on passe sur le grand plateau de la transmission double, le monoplateau et ses pignons sont plus petits et occasionnent une plus grande perte pour les plus grands développements. Alors pour les plus petits développements atteignables avec le grand plateau de la transmission double, on a plus de pertes qu'avec le monoplateau. Cela vient du fait qu'on doit croiser plus la chaîne avec le grand plateau pour des braquets identiques. Voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et je vous dis à la prochaine.